Donc je suis très heureuse d'introduire aujourd'hui cette conférence de la section de sciences sociales et juridiques intitulée « La Suisse, pays de hautes écoles ». Et je vous remercie d'être présents malgré les appels du soleil printanier. Le professeur Suzanne Souter, comme l'était indiqué sur l'écran tout à l'heure et dans le programme, est professeur honoraire de la faculté de médecine. Mais rassurez-vous, je ne vais pas la présenter en tant que médecin, sinon la section de sciences sociales et juridiques aurait marché sur les plates-bandes de la section de médecine. Et Suzanne Souter a beaucoup de cordes à son arc. Et si elle est notre invitée aujourd'hui, c'est qu'elle est présidente du Conseil suisse de la science et de la technologie. Donc s'il va bien être question de santé aujourd'hui, ce ne sera pas de la santé des petits-enfants, dont elle était spécialiste en tant que pédiatre, mais de la santé de nos hautes écoles. Alors, peut-être juste un mot sur le Conseil suisse de la science, Suzanne Souter pourra développer tout à l'heure, mais pour vous dire qu'il s'agit d'un organe, c'est le Conseil suisse de la science et de la technologie. Il ne faut pas que j'oublie une partie de l'intitulé de cette instance. Donc, c'est une instance qui est un organe consultatif du Conseil fédéral pour toutes les questions qui relèvent de la politique de la science, des hautes écoles, de la recherche et de la technologie. On la définit souvent comme le porte-voix de la science en Suisse. Donc c'est un organe indépendant qui est constitué de personnalités de renom du monde scientifique et de l'enseignement et de la recherche. Voilà, bien que l'université de Genève, à l'instar des autres universités, soit une instance considérée comme cantonale, l'université de Genève est cantonale, mais malgré tout, une part importante de l'aide que reçoit notre université, comme les autres d'ailleurs, relève de la Confédération. Donc la Confédération a, bien entendu, son mot à dire en ce qui concerne le développement des hautes écoles en Suisse. C'est dire l'importance de ce Conseil suisse de la science dans cette délicate mission de conseil auprès des décideurs de cette politique de l'enseignement supérieur. Voilà, alors je suis évidemment très reconnaissante à Suzanne Souter d'avoir accepté de nous présenter une analyse de la situation actuelle des hautes écoles suisses. Je l'ai bien connue puisque j'ai pu travailler avec elle lors de sa présidence au Conseil suisse de la science et je sais d'avance qu'elle va nous présenter une analyse extrêmement soignée et pertinente de ce thème. Voilà, Suzanne, je te passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Laurence. C'est vrai que j'ai quelque part changé de métier. Et il y a à peu près, Laurence me permet juste sûrement le petit rappel, il y a environ 25 ans, à Uni 3, j'ai donné un cours sur les vaccins. Donc le sujet a bien changé par rapport à aujourd'hui. Et c'est en fait depuis 7 ans que j'occupe ce poste et que j'ai eu le privilège finalement de réellement connaître au fond comment nos hautes écoles au niveau du pays sont gérées entre les cantons et la Confédération. Et vous verrez que tout au long de mon exposé, cet enjeu canton-confédération va revenir, pas seulement pour les finances, mais aussi pour la gouvernance. Donc, dans ma présentation, je vais vous parler brièvement du paysage de l'enseignement et de la recherche, que je vous inviterai à découvrir avec moi, de vous dire quelques mots sur le cadre légal, de vous parler de 2 organes très importants d'encouragement à la recherche, de jeter un petit coup d'œil sur le système d'éducation dans son ensemble et finalement
terminer sur ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire la relève, les jeunes qui viennent, pour parler un petit peu des difficultés qu'ils ont, entre autres, pendant leurs études. Donc, j'ai décidé de vous présenter le pays de hautes écoles, la Suisse, sous forme d'une carte géographique. Et dans un premier temps, vous voyez ici le domaine universitaire avec les 5 grandes universités que vous connaissez, Zurich, Berne, Bâle, Lausanne, Genève, puis Fribourg, qui est tout aussi grand, Neuchâtel, et finalement, ce sont des universités relativement anciennes, les 2 nouvelles, hein, l'université de Lucerne et l'université du Tessin. Se rajoute à tout cela ce qu'on appelle le domaine EPF, et là il y a déjà la première distinction à annoncer. Le domaine universitaire des universités cantonales est financé pour la plus grande part par les cantons, une petite part par la Confédération, alors que tout le domaine des EPF est financé par la Confédération, et qu'il y a une loi spéciale sur les écoles polytechniques et les grands instituts scientifiques qui sont rattachés, qui va rester une fois que le cadre légal pour les hautes écoles, comme vous verrez, va changer dans les années à venir. Ensuite, il y a le domaine des hautes écoles spécialisées, et c'est finalement ce qui a bougé le plus au cours des dernières années. Et je vous montre ici en triangle rouge tous les endroits où il y a des hautes écoles spécialisées qui offrent une très grande diversité de branches. Ça va des sciences techniques, économiques, à la santé, au social et aux arts. Et les HES sont financés un peu comme les universités cantonales, pour une grande part par les cantons et une petite fraction par la Confédération. Et si je dis financement, c'est évident, c'est aussi gouvernance, hein, parce que celui qui paye commente toujours un petit peu, et c'est vrai aussi pour les hautes écoles. Finalement, il y a les hautes écoles pédagogiques, ça c'est vraiment dans l'autorité et le financement exclusivement des cantons. Vous savez que les enseignants, c'est un enjeu majeur, et les cantons tiennent à avoir la maîtrise de leur haute école pédagogique, qui ici est intégrée à l'université qui devient, je crois, institut, ou qu'il est déjà devenu. Et finalement, et c'est là où je pense que c'est probablement nouveau pour la plupart d'entre vous, c'était nouveau pour moi aussi, il y a un grand nombre d'instituts de recherche qui sont localisés même en périphérie des grandes villes en Suisse, et qui sont financés moitié par les cantons et moitié par la Confédération. Et je me fais plaisir à vous citer quelques exemples. Vous voyez tout au sud, au Tessin, à Bellinzone, il y a par exemple un petit institut qui s'appelle Istituto di Ricerca in Biomedicina, qui est totalement en dehors de toute université, et qui fait une recherche de très très haut niveau dans le domaine biomédical, notamment en immunologie. Où vous avez, à Zurich, un institut suisse des sciences de l'art, ou de catalogues concernant certains artistes, jusqu'à la restauration de tableaux anciens et expertise avec des moyens très modernes. On complète au fond ce qui est fourni par les universités dans ce domaine. Et vous avez peut-être vu l'exposition Hodler au Musée Rath il y a quelques années. En fait, le catalogue Hodler, qui est une énorme entreprise, a été fait par cet institut. Ensuite, si on va plus vers la Suisse romande, vous avez à Romont une toute petite bourgade. Vous avez un petit institut qui s'occupe que de vitrail. Et ils travaillent sur les vitrails, sont connus dans toute l'Europe. Et il y a un petit nombre de spécialistes qui est installé là au château de Romont. C'est également un de ces instituts de recherche qui est financé de cette façon-là. Ensuite, il y a de grands instituts comme l'Institut suisse de bioinformatique à Lausanne, qui est un service d'appui
en fait aux sciences biomédicales, ou un autre service d'appui plutôt aux sciences sociales et humaines qui est les archives des sciences sociales qui se trouvent à Zurich. Donc en fait, confédération et canton soutiennent en dehors des universités un tas d'instituts, et on peut dire que la Suisse est vraiment un paysage où l'enseignement universitaire et la recherche universitaire est présent en fait dans toutes les régions cantonales. Maintenant, combien avons-nous d'étudiants dans ce domaine? Vous voyez dans la courbe jaune le total des étudiants. En 2011, il y en avait à peu près 220 000, dont 140 000 à peu près dans les écoles universitaires, tout compris, et 80 000 dans les hautes écoles spécialisées. Et à l'heure actuelle, c'est les hautes écoles spécialisées où le nombre d'étudiants est en forte croissance. Vous savez qu'on accède à l'université avec un certificat de maturité gymnasiale, en règle générale, et dans les hautes écoles spécialisées avec une maturité professionnelle. Et selon la volonté du législateur, il est prévu que hautes écoles universitaires et hautes écoles spécialisées visent davantage de perméabilité entre les deux systèmes scolaires. Maintenant, les HES sont ce qu'on appelle dans d'autres pays Universities of Applied Sciences. Ce sont les équivalents dans d'autres pays qui ont, dans beaucoup d'autres pays, une plus grande tradition chez nous, parce que les HES sont d'une création relativement récente. C'est en 1995 qu'il y a eu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées qui était acceptée, et à ce moment-là, on a réuni les branches techniques et des sciences économiques des hautes écoles spécialisées dans des groupements régionaux. Ce n'était pas une entreprise facile, d'autant plus qu'il y avait d'énormes différences de niveau entre ces différentes écoles, avec certaines, comme par exemple le Technicum de Winterthur, qui avait une longue histoire d'excellence dans les branches techniques derrière lui, et d'autres petites écoles qui étaient plus récentes et qui étaient moins tournées vers ce qui est déjà actuellement dans les missions des hautes écoles spécialisées, la recherche. Et au fond, la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées attribue à ces HES également une mission de recherche. Et ça, c'est nouveau. Il ne s'agit pas de recherche fondamentale, mais de recherche appliquée, tournée vers les développements également soit économiques ou des développements, des innovations dans la société. 1998, donc ces HES étaient fondés sur la base de cette loi, et en 2005 déjà, on l'a partiellement révisée puisqu'on a intégré les domaines santé, sociale et art. Et vous vous imaginez qu'avec une telle diversité de branches, on a affronté un certain nombre de difficultés qui étaient liées au fait que d'un côté, les écoles ont besoin que leur spécificité et leur diversité soient reconnues, et puis de l'autre côté, il y avait une volonté politique essentiellement fédérale qui visait à uniformiser le cadre, non seulement légal, mais le cadre de diplôme et finalement également de financement de ces écoles. Et ce n'est pas allé sans problème et on n'en est pas encore tout à fait sorti. Mais c'est un secteur en très forte croissance. Maintenant, qu'est-ce que ça coûte tout ça? Et j'ai choisi ici de vous représenter le système éducatif dans son ensemble, qui finit par la pointe dans les hautes écoles.
pour vous montrer un petit peu ce que ça coûte. Et en fait, vous voyez que la part du Lyon est en fait auprès des cantons, puisque les cantons ensemble mettent 22,4 milliards, ce sont les chiffres de 2008, dans le financement du système scolaire jusqu'à l'école post-obligatoire, et les cantons contribuent à la hauteur de 5,6 milliards par année pour le financement des hautes écoles. La Confédération, de son côté, est également contributaire de 1,16 milliard, et vous verrez qu'elle détient un rôle clé par rapport au soutien à la recherche. Maintenant, je vous ai parlé de recherche jusqu'à maintenant. Si dans les hautes écoles universitaires, on fait énormément de recherche fondamentale et un peu plus, et quelques recherches aussi tournées vers l'application. Dans les HES, on fait essentiellement de la recherche tournée vers les applications. Mais il y a une très grande part de recherche appliquée et de développement qui s'ensuit, jusqu'aux produits qu'on produit, par exemple, en médecine en branche pharmaceutique. Il y a énormément d'argent qui coule d'autres sources, et vous voyez qu'en Suisse, l'économie contribue avec 2/3 à la recherche et au développement. La Confédération pour un petit quart, il y a d'autres fonds comme les fondations, les grandes fondations, et finalement des fonds étrangers pour environ 6%. Donc quand on parle de recherche, quand je parlerai de recherche par la suite, il faut vous imaginer qu'en dehors de ce segment dont je vous parlerai, il y a un énorme soutien à la recherche et au développement par notre économie. Maintenant, je vous ai montré dans ce paysage, il y a des universités anciennes, grandes, Zurich, Genève, par exemple, parmi les grandes, et puis il y a des petites, comme par exemple celle du Tessin ou celle de Lucerne. Et vous l'avez peut-être suivi dans les journaux, il y a une grande discussion autour de ce terme technique, la masse critique. Alors, il y a des fans de la masse critique, et je pense que c'est un terme technique qu'il faut examiner avec soin, et j'ai essayé de vous montrer un petit peu quelle est la différence par rapport à cette notion des grandes et des petites universités, et quels peuvent être les avantages ou les désavantages respectifs. Donc, les grandes universités, bien sûr, ils ont la masse critique importante, les petites faibles, souvent concentrées sur 2 voire 3 facultés. Elles sont, pour les grandes en Suisse, toutes très bien placées en comparaison internationale, et les petites, peu connues sur le plan international, sauf quelques exceptions. Et vous avez certainement entendu parler de Mario Botta, un architecte célèbre qui est responsable de l'Académie d'architecture dans l'Université de la Suisse italienne à Lugano. Et ça, c'est une des exceptions où vraiment cette architecture elle a un rayonnement international. Maintenant, les grandes universités offrent une très large palette de formation. Et l'énorme avantage de tout cela, c'est que tous les développements interdisciplinaires qui, de nos jours, sont absolument indispensables, puisqu'on pense que les grands progrès en sciences viennent de la marge entre différentes disciplines et naissent beaucoup plus rarement à l'intérieur d'une discipline. Alors évidemment, plus vous offrez de disciplines dans une université, plus vous avez de probabilités à l'intérieur de l'université même d'avoir des projets interdisciplinaires. Par contre, les petites universités peuvent, et le font d'ailleurs intelligemment en Suisse, occuper des niches qui sont moins développées ailleurs. Maintenant, je voudrais quand même mentionner un désavantage des grandes universités qu'on a vu vraiment
très précisément lorsque on a introduit les nouveaux critères de Bologne pour les diplômes universitaires. Dans les grandes universités, des processus de réforme sont beaucoup plus difficiles à mener parce que vous pouvez vous imaginer que quand vous avez plusieurs centaines de professeurs qui pensent que chacun d'entre eux pense que c'est sa façon de faire qui est la seule qui compte, c'est beaucoup plus difficile de les rallier derrière un projet commun, et nous avons vécu ça lors de la réforme des études de médecine à Genève de façon très très précise, que dans une petite université où premièrement on n'est pas tributaire des lois et des règlements en vigueur d'une part, et d'autre part on a un plus petit nombre de collègues, souvent plus jeunes, et qui ont beaucoup plus de facilité de se dire que si nous, on fait un peu avant les autres, ça finira par tourner en avantage. Et c'est précisément ce qui s'est passé avec les nouvelles universités, dont les deux dernières, c'est Lucerne et le TESA, mais avant Saint-Gall, qui a fait ce mouvement de façon extrêmement intelligente, et le canton de Saint-Gall et la Haute École de Saint-Gall ont profité de tout ça. Maintenant, je voudrais vous passer un message. La recherche fondamentale, donc celle qui est exclusivement soutenue par l'État, elle a en Suisse d'excellents résultats. Et vous voyez ici le seul graphique que je vous montrerai, rassurez-vous, un graphique qui est dû à Sir David King, qui était jusqu'à l'année dernière le Chief Scientific Advisor du gouvernement britannique. Donc en fait, il avait un grand pouvoir de réorganisation sur l'espace des hautes écoles en Grande-Bretagne. Et il a choisi de représenter ici, sur l'axe horizontal, ce qu'il appelle wealth intensity, c'est-à-dire la richesse de la population. Et pour ce calcul, il a simplement divisé le produit intérieur brut par le nombre d'habitants par pays pour pouvoir comparer des grands et des petits pays. Vous voyez là, tout est reproduit de la Chine, Russie, jusqu'à la Suède, etc. Donc, il fallait trouver un moyen de tenir compte du nombre d'habitants. Et puis, sur l'axe horizontal, il a pris le nombre de citations des articles scientifiques du pays en question. C'est un paramètre, il vaut ce qu'il vaut, mais il est assez bien reconnu, de qualité de publication scientifique, et vous voyez que nous sommes les champions absolus et qu'on peut dire par rapport à l'argent que la Suisse y met, elle ne met pas plus que, par exemple, elle met moins que les États-Unis par tête d'habitants. On a un rendement absolument excellent de la recherche fondamentale. Maintenant, quelles sont au fond les clés de ce succès? Et j'ai noté plusieurs éléments et je choisirai de vous parler de deux de ces éléments par la suite. Nos hautes écoles, il faut bien le dire, sont encore bien financées en comparaison internationale. Ça joue un grand rôle à nos temps où le nombre d'étudiants va vers la hausse et que, au fond, si on adapte le financement au nombre d'étudiants, on a ces dernières années toujours un peu de retard. Mais grâce au fait que globalement le financement de base est bon, nos hautes écoles ont pu se débrouiller. On a des échanges internationaux extrêmement intenses, et pas seulement sur le plan de l'échange de personnes, de scientifiques, beaucoup de Suisses qui vont dans d'autres pays, beaucoup, vous avez vu ces discussions dans les journaux, beaucoup de scientifiques d'autres pays travaillent en Suisse, mais c'est vrai aussi pour les projets de recherche qui impliquent souvent plusieurs pays, des chercheurs de plusieurs pays à la fois. Et la Suisse, de ce point de vue-là, a des échanges internationaux extrêmement intenses.
il y a une contribution très importante de l'économie, ça il ne faut jamais oublier, on leur doit beaucoup parce que pour traduire au fond les résultats de sciences fondamentales en application, soit économique ou pour des progrès en société ou dans les institutions, il nous faut cette contribution-là. Ensuite, il y a la stabilité politique de notre pays, qui est également un atout dont on entend parler nos collègues qui viennent travailler ici par rapport à d'autres pays. Et puis finalement, les deux choses dont je voudrais vous parler plus particulièrement, c'est le développement des réseaux de collaboration entre nos hautes écoles. Je vous montrerai comment elles collaborent. Et finalement, deux organes d'encouragement à la recherche de la Confédération. Et ça, c'est vraiment le domaine réservé de la Confédération, l'encouragement à la recherche fondamentale, que sont le Fonds national suisse et la Commission pour la technologie et l'innovation, qui est un peu plus jeune et qui soutient le premier, surtout la recherche fondamentale, et la deuxième, la Commission pour la technologie et l'innovation, plutôt la recherche appliquée et même le développement industriel. Ici, je vous ai dit un seul graphique, mais en fait, il y en a encore un. J'ai oublié celui-là. Nous avons choisi, dans une étude que le Conseil suisse de la science et de la technologie a fait effectuer, nous avons examiné le nombre de collaborations entre les différentes hautes écoles et vous voyez ici la Suisse représentée pas par les distances géographiques telles que je vous les ai montrées tout à l'heure, mais par plus deux universités se trouvent rapprochées sur ce graphique, plus elles collaborent. Et vous voyez ici aisément, il y a un axe absolument évident, Uni-Lausanne, Uni-Neuchâtel, Uni-Genève, qui collaborent énormément. C'est des champions de collaboration. Ensuite, vous voyez, ça s'impose aussi par la géographie, Université de Zurich et PFZ de Zurich, qui collaborent aussi beaucoup. Et il y a un axe de Zurich qui se prolonge à l'heure actuellement vers Bâle. Vous savez peut-être que là, il y a un énorme développement en sciences de la vie qui est à la fois commun à l'Université de Bâle, les PFZ et l'Université de Zurich. Et puis, vous voyez en jaune les hautes écoles spécialisées qui, par la définition, collaborent énormément entre elles, mais quand on pense à la volonté politique de faire travailler davantage ensemble les universités et les hautes écoles spécialisées, vous voyez qu'il y a deux domaines qui sortent un peu. C'est un lien de l'Université de la Suisse italienne et de la SUPSI, qui est la haute école spécialisée du Tessin. Donc là, dans cet isolement géographique, il y a beaucoup de collaboration déjà entre HES et universités. Et l'autre axe assez bien visible, c'est dans la Fachhochschule Nordwest, c'est-à-dire les hautes écoles spécialisées autour de Bâle et l'université de Bâle. Et l'idée de l'avenir est que au fond, entre les hautes écoles, il devrait y avoir, entre les deux types de hautes écoles, il devrait y avoir une perméabilité qui fait que environ 10% des étudiants devraient passer un temps dans une école et un temps dans l'autre école. Et puis vous voyez qu'il y a des champions de la non-collaboration. C'est l'Uni de Lucerne, d'un côté qui est toute petite et qui a l'excuse d'être relativement nouvelle, et puis à Saint-Gall. Et quand on discute avec les professeurs de Saint-Gall, ils vous disent on est trop en compétition avec les grandes facultés de sciences économiques, raison pour laquelle nous avons nos réseaux sur le plan international et on collabore très peu au niveau de la Suisse. Alors, leurs politiciens n'aiment pas trop entendre tout cela de façon évidente. Maintenant,
j'en viens brièvement au cadre légal. En fait, il y a actuellement un grand chantier de loi autour de ce qu'on appelle espace des hautes écoles, qui comprend donc les universités, les écoles polytechniques et les HES et toutes ces institutions. Et c'est en 2006, on a voté, le peuple suisse a voté avec une très grande majorité, 86% de oui, un article constitutionnel qui, dans le paragraphe 63A, dit « La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles ». Et c'est cet article constitutionnel qui permet à la Confédération de légiférer dans ce domaine, toujours avec cette vision d'une plus grande perméabilité du système universitaire suisse. Ce projet de loi, on a commencé à le rédiger sur la base d'un rapport en 2004 et il est actuellement, 6-7 ans plus tard, au Parlement. Et ce projet de loi va en fait prendre la relève de l'actuelle loi sur l'aide aux universités ainsi que de la loi sur les hautes écoles spécialisées. Par contre, la loi sur les écoles polytechniques fédérales va rester. Qu'est-ce que cette loi se veut? En fait, l'article 1, qui spécifie les objectifs de cette loi, dit « La Confédération veille avec les cantons ». Et c'est ça qui est nouveau, la collaboration entre cantons et confédération, à la qualité, à la compétitivité et à la coordination du domaine suisse des hautes écoles. Et dans cette loi sont définis des organes politiques et des organes universitaires qui se font face, d'un côté canton et confédération, d'un autre côté les recteurs des HES et les recteurs de tout le domaine universitaire. Et ensemble, ces deux organes devraient davantage veiller à la réalisation de ces objectifs. Cette loi définit donc les règles et le champ de la collaboration entre la Confédération et les cantons, entre universités et HES. J'ai dit, elle est actuellement en discussion au Parlement fédéral et on verra ce qui en restera par rapport à l'idée initiale, parce que ce qui est sorti de plus en plus des discussions est à l'heure actuelle que peut-être que les universités sont très en concurrence les unes avec les autres, mais je peux vous dire que les cantons et la Confédération, c'est beaucoup plus fort. Et les cantons tiennent mordicus à leur université, pas quand on discute de leur université à l'intérieur, mais vers l'extérieur. Et la Confédération ne veut pas non plus lâcher les prérogatives qu'elle a sur le domaine des EPF. Bref, là, il y a beaucoup de compétition en jeu. Ce qui est aussi un obstacle, et je crois qu'il faut le mentionner ici, ça c'est vraiment la Suisse dans toute sa gloire. Cette loi, pour pouvoir entrer en vigueur, elle nécessite une construction juridique très complexe pour respecter les principes du fédéralisme. En fait, au début, il y a des gens qui pensaient à venir et rétrospectivement se sont trouvés traités de naïfs qui pensaient qu'on pouvait faire une loi cadre sur l'espace des hautes écoles. Pas du tout. En fait, la Constitution ne permet pas cela et ce qu'il faut faire, c'est cette loi, elle doit être appuyée, par un concordat de tous les cantons ensemble, comme pour Armos, qui doivent être d'accord de déléguer certaines compétences aux nouveaux organes qui sont constitués par la loi. Et non seulement ce concordat intercantonal, mais en plus, il faut une convention de collaboration entre les cantons et la Confédération qui est l'image en miroir de la loi pour que le tout puisse entrer en vigueur.
Alors, la loi n'est même pas encore sortie du Parlement et on verra la suite. Mais c'est extraordinairement complexe et Dieu merci que nous ne dépendons pas pour garder la compétitivité de nos universités uniquement de ce nouveau cadre légal. Et je vous en montrerai un élément par la suite. D'un autre côté, il y a une autre loi qui est entrée en vigueur en 1983, une excellente petite loi qui réglait la promotion de la recherche par la Confédération seule et qui est actuellement en chantier par d'abord une révision partielle, puis maintenant une révision totale, et d'une loi sur l'encouragement de la recherche. On passe à une loi d'encouragement de la recherche et de l'innovation, et on introduit un élément finalement de plus de recherche appliquée et de développement même économique dans cette loi qui avant était une loi vraiment qui était restreinte au domaine académique. Et c'est assez délicat et on espère qu'elle en sortira de cette révision totale, pas de façon complètement défigurée et trop complexe. Maintenant, vous l'avez peut-être senti un petit peu, les questions clés pour l'avenir, c'est, pour finir, que veut le politique? La coopération ou la compétition? Il y a visiblement les deux entre les cantons et la Confédération. Il y a aussi les deux entre les hautes écoles et les HES et les hautes écoles entre elles. Et je pense qu'en ce moment, on a déjà un mouvement vers davantage de coopération et moins de compétition qui est beaucoup plus prononcé dans l'espace universitaire que dans l'espace politique. Donc, on peut dire le nouveau cadre légal, où vraiment, excusez-moi du terme, mais on a le sentiment que canton et confédération se chipotent plus qu'ils ne s'entendent. Est-ce que ce nouveau cadre légal va être un progrès ou un handicap? Et le dernier mot n'est pas dit. Il y a des collègues dans certaines universités qui n'espèrent qu'une chose, c'est que cette loi n'aboutisse pas. Moi, je pense qu'on est condamné à réussir cette collaboration à travers cette loi. Et je crois qu'il est faux de parier sur l'échec. Il vaut mieux s'assurer que le texte de la loi laisse la liberté aux universités qu'elles ont à l'heure actuelle, grâce d'une part à des lois qui ont été modernisées dans tous les cantons à l'heure actuelle. Vous savez que Genève, c'était la dernière loi sur l'université en Suisse qui a été réformée, et on a la nouvelle loi depuis quelques années. On doit absolument pouvoir garder la liberté de la recherche et l'autonomie des hautes écoles, qui est d'ailleurs inscrite dans ce nouveau projet de loi pour l'avenir, si on ne veut pas perdre pied par rapport à notre compétitivité au niveau international. Donc, un moyen pour y parvenir, malgré un cadre légal peut-être pas idéal, c'est la coordination par l'incitation à la collaboration et la compétition. Et je voudrais vous montrer comment ça se pratique en Suisse. Et je dois dire que c'est assez unique au monde, et c'est entre autres en rapport avec le fait que nous sommes un petit pays et que des organes comme le Fonds national pour la recherche scientifique ou la CTI ne peuvent pas avoir un effet aussi universel sur un paysage universitaire dans d'autres pays. Et finalement, il y a aussi un rôle pour la conférence universitaire suisse, la CUS, qui fera ultérieurement la conférence des hautes écoles, qui, elle, peut soutenir des projets de coopération et d'innovation, notamment dans le domaine de l'enseignement. Mais c'est avant tout de recherche que je voudrais vous parler maintenant dans ce qui vient.
Pourquoi, au fond, je parle avant tout du Fonds national. Donc, c'est une institution qui a été créée plus de 50 ans en arrière sous la forme d'une fondation de droit privé. Il bénéficie d'une très, très grande indépendance, encourage principalement la recherche fondamentale avec un budget annuel de 700 millions environ, et l'argent vient uniquement de la Confédération. Maintenant, c'est vraiment une histoire à succès, l'évolution de ce Fonds national. Pourquoi? Un, il est géré par les chercheurs. C'est le Conseil de la recherche qui décide de la mise au concours de programmes ou de subventions pour des projets, je vous en parlerai tout à l'heure. Et de ce fait-là, c'est depuis le front de la science que viennent les bonnes idées pour de nouveaux programmes pour soutenir la recherche. Il y a une représentation politique dans le conseil de fondation, et une des choses qui est extrêmement importante, c'est qu'il y a une sélection très rigoureuse des projets de recherche ou alors des chercheurs soutenus. Et ça, tout le monde le sait en Suisse, et quelqu'un qui décroche des fonds par le Fonds national suisse sait qu'en même temps, il n'a pas seulement l'argent, mais aussi un label qualité qui est reconnu, pas seulement en Suisse, mais sur le plan international. Ce fonds fait une contribution absolument majeure au soutien à la relève scientifique. Il adapte constamment ses programmes afin de réaliser, et là vient la clé du succès, je crois, c'est pour ça qu'on confie autant d'argent à cette institution. La façon dont on définit les programmes permet à la fois de viser des objectifs scientifiques et politiques. Par exemple, vous verrez, la collaboration, l'interdisciplinarité, ce sont deux mots qui sortent tout le temps de la bouche de nos politiques, et vous verrez comment le Fonds national, les scientifiques ont adapté cela à leur façon de faire. Et le Fonds national contribue également par certains programmes beaucoup à favoriser la mise en réseau des activités de recherche. Alors, je vous ai énuméré toute une série de programmes que je ne vais pas détailler, mais il peut encourager directement des personnes. Autrefois, c'était juste des chercheurs expérimentés, et maintenant, c'est des chercheurs à tous les niveaux, du plus inexpérimenté jusqu'au plus expérimenté. Et vous voyez que là, il y a un programme qui s'appelle professeurs boursiers, qui sont mis au concours tous les quelques années. Et il y a de ce programme, de la première volée de professeurs boursiers soutenus il y a environ 10 ans en arrière, plus de 90% de ces gens sont devenus professeurs quelque part. C'est-à-dire que la sélection de ces jeunes qui ont bénéficié de ce soutien a très très bien joué. Ensuite, il encourage directement des projets, il encourage des projets à condition qu'elles soient interdisciplinaires, il encourage des projets à condition que 2 universités au moins y participent, Synergia. Il encourage un programme spécial pour la médecine universitaire. Bref, il intègre certains objectifs politiques dans la façon dont il génère de nouveaux programmes. Et ce qui est franchement à l'intérieur de cette histoire à succès, encore un énorme succès, ce sont les pôles de recherche internationaux. Vous voyez ça parfois dans les journaux sous le terme, l'abréviation anglo-saxonne NCCR. On en a plusieurs à Genève, plusieurs à Lausanne, à l'EPFL et à l'Université de Lausanne. Et ce sont des grands projets de recherche qui réunissent beaucoup de chercheurs de différentes universités et qui doivent remplir
tout un grand nombre de critères dont le plus important, c'est l'excellence de la recherche et l'évaluation de ces programmes qui reçoivent chacun 7 millions pour à peu près, je crois que c'est 7 à 12 millions pour une période de 3 à 5 ans. Et ces programmes-là doivent ensuite intégrer dans les universités. Et sur le plan de l'évaluation, ça génère d'excellents résultats. Maintenant, la Commission pour la technologie et l'innovation, elle n'a malheureusement pas un statut aussi indépendant que le Fonds national. Il encourage la recherche appliquée et le développement et l'entrepreneuriat, ce qui est évidemment une très bonne chose. Il soutient des projets qui sont menés conjointement par des entreprises et des hautes écoles, mais le financement va uniquement aux hautes écoles puisque la Confédération a comme principe de ne pas faire de soutien direct à l'économie. Je crois que ceux qui payent les impôts lui sont reconnaissants, étant donné que c'est un principe qui contribue au fond à bien partager les rôles de tout un chacun. Il donne un soutien à la création et au développement de nouvelles entreprises et il peut subventionner des plateformes et des réseaux thématiques et régionaux. Et il a un budget annuel plus petit, mais qui a augmenté ces dernières années de 133 millions pour la période de 2008 à 2011. Maintenant, je vous ai mentionné brièvement, ça c'est le soutien à la recherche, à la fois avant tout fondamental et un peu appliqué. Et il y a aussi un petit soutien, beaucoup trop modeste à mon avis, pour soutenir des projets dans l'enseignement, des projets de réforme. Et le budget, à mon avis, le budget qui est géré par la conférence universitaire suisse est trop petit par rapport aux besoins de réforme, puisque après la réforme de Bologne, qui s'est avant tout soldée par l'introduction de différents diplômes et de différentes étapes dans les études, bachelor, master, doctorat, il faut aussi davantage réformer au niveau de l'enseignement même, qui, selon des méthodes pédagogiques modernes, devrait tourner davantage être orienté davantage vers les processus d'apprentissage que qu'orienté vers le fait qu'on emmagasine des connaissances pour qu'au bout du compte, l'étudiant soit capable d'apprendre de lui-même au cours de toute la vie. Maintenant, un dernier mot sur notre relève, les étudiants. Et il y a une chose que je dois vous dire, la Suisse ne forme pas assez de relève scientifique. Elle importe chaque année environ 30 000 cadres avec une formation universitaire, médecins, ingénieurs, informaticiens, etc. C'est bien d'avoir une mixité, d'avoir de la circulation sur le plan international et nous ne voudrions pas être privés de ça. Mais là, il y a un manque et seuls environ 20% des jeunes entament une formation universitaire, ce qui est très peu comparé à d'autres pays. Si vous regardez la composition du corps enseignant et des étudiants dans les universités suisses, 17% de nos étudiants sont de nationalité étrangère, c'est bien, encore une fois. 45% des doctorants sont étrangers. Nous voudrions bien continuer à les avoir, mais on voudrait bien avoir plus de Suisses aussi. Et 46% des professeurs en équivalent plein temps sont étrangers. Et cette proportion, si nous continuons sur la lancée actuelle, devrait dépasser les 50% dès 2011 et s'élever à encore beaucoup plus dans la prochaine décennie. Encore une fois, je ne me fais pas du tout l'avocat d'une diminution de la circulation de nos collègues de l'étranger, mais comme dit le président du Conseil de la recherche du Fonds national, il a dit une fois, nous n'avons pas trop d'étrangers, nous avons trop peu de Suisses. Et je crois que c'est dans ce 20% seulement qui a accès à des études universitaires qui a le réel problème. D'où vient ce problème?
Je pense, comparé à d'autres pays, et beaucoup de Suisses sont étonnés d'entendre ça, mais c'est une réalité, la sélectivité sociale de notre système éducatif est importante comparée à d'autres pays. Les champions, c'est la Finlande, comme par hasard, c'est aussi les champions dans l'étude PISA pour la lecture. Ça conduit le système éducatif suisse conduit à ce faible taux de participation à l'éducation universitaire, surtout, et là ça devient important, parmi les jeunes provenant de milieux socioculturels défavorisés. Et quelles sont les mesures à prendre? Et je vous ai mis 3 points ici. Pour tous ceux qui s'intéressent, il y a un rapport que nous avons mandaté, Dr Stéphane Ecker, sur les structures de l'enseignement et les Bildungsdisparitäten, ça m'échappe le terme en français, ça sera traduit en français. Et il y a 3 points de correction à introduire dans le système éducatif suisse que je voudrais mentionner. En même temps, réjouissez-vous parce que le canton de Genève est pionnier de tout ça, et pour ce qui est très vrai pour beaucoup de cantons suisses allemands est un peu moins vrai pour le canton de Genève. On doit pouvoir offrir un accès à une éducation préscolaire pour tous les enfants. Il faut compléter l'harmonisation au niveau de l'école obligatoire en favorisant des modèles intégratifs et une sélection tardive entre le primaire et le secondaire. C'est déjà le cas à Genève, c'est beaucoup moins le cas dans certains cantons suisses allemands. Et au niveau universitaire, prendre des mesures pour permettre à tous les étudiants de se consacrer à plein temps principalement à leurs études. Et si vous voulez, si vous reprenez encore ce schéma du système éducatif dans son ensemble, si nous réussissons notamment avec des mesures à prendre pour l'éducation de la petite enfance, les crèches avec du personnel bien formé pour les enfants qui sont de langue étrangère, maternelle étrangère, nous gagnons à chaque niveau de la pyramide, nous allons gagner quelque chose si nous sommes capables de réaliser ces 3 correctifs, ces 3 mesures correctives qui sont proposées. Et juste encore pour terminer sur les étudiants, vous dire quels étaient les effets de la réforme de Bologne sur les étudiants. Et notre université a été pionnière en créant l'Observatoire de la vie étudiante à Genève, de montrer tout ça, de mettre ça à la lumière du jour. Il y a 5% des étudiants dont l'activité rémunérée constitue la seule source de financement des études, donc ils sont obligés de travailler. Et malheureusement, avec les cursus de Bologne, le temps de libre des étudiants a diminué de façon drastique, ce qui se voit d'ailleurs dans les chiffres, parce qu'une partie des étudiants finançaient au fond plutôt les loisirs que leurs études avec l'activité rémunérée. Eh bien, c'est fini avec ça, et entre 2005 et 2009, le taux d'étudiants ayant une activité rémunérée a baissé de 86 à 79%. Et ceux qui travaillent encore doivent vraiment travailler pour subvenir à leurs besoins. Et ça, ce n'est plus compatible avec les études beaucoup plus concentrées selon le système de Bologne. Et la proportion d'étudiants dont la famille représente l'unique source de financement a augmenté de 9% à 13% entre 2005 et 2009. Donc en fait, vous savez qu'il y a en cours un système d'harmonisation des bourses, mais il ne suffit pas d'harmoniser, il faut plus de bourses, et notre conseil rappelle à chaque message pour une législature aux politiques qu'il faut aussi que la Confédération commence à contribuer à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure pour l'avenir de ce que je viens de vous dire?
certainement que la qualité du système éducatif suisse dans son ensemble est le facteur le plus important pour notre bien-être. Je parle bien du système dans son ensemble, pas uniquement des hautes écoles, et notre compétitivité sur le plan international. Et notre avance par rapport à d'autres pays que nous avons encore aujourd'hui ne peut être maintenue que par la reconnaissance de ce rôle clé et par un financement qui prenne en compte les adaptations nécessaires. Plus d'étudiants, plus que 20% de la population qui accède à une formation universitaire, veut dire plus d'argent pour les universités. Et au niveau fédéral, une chose qui commence à devenir très importante, un seul département pour l'éducation et la recherche, afin de mener à bien toutes ces réformes de la gouvernance du système qui est extrêmement compliqué vu le fédéralisme d'un côté et d'autre part, ça vous paraît peut-être un petit obstacle, mais il n'est pas si petit que ça, les structures de notre administration fédérale qui s'occupent d'enseignement et de recherche datent je dirais presque de la première moitié du dernier siècle. C'est pas vrai, mais c'est vraiment, on ne peut pas vouloir réaliser cette loi avec toutes ces objectifs sans qu'il y ait également une réforme, une refonte des offices fédéraux au niveau du département qui gère l'éducation et la recherche. Voilà, c'était un peu sec comme matière et je termine là-dessus et je serai contente de pouvoir répondre à d'éventuelles questions. Merci beaucoup pour votre attention. Aux questions qui me sont parvenues, pour l'étudiant, quel écolage paye-t-il à l'université, aux hautes écoles spécialisées, je suppose, et aux écoles polytechniques? Je ne peux pas vous dire, c'est réglé de canton à canton, je ne connais pas les montants et vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a une tendance à discuter des augmentations d'écolage dans toutes les hautes écoles. Ça s'est passé en Grande-Bretagne et dans d'autres pays. Nous pensons que c'est absolument à éviter parce que ce n'est pas maintenant que l'introduction du système de Bologne contraint les étudiants à renoncer à une activité à côté de leurs études. C'est pas maintenant où on aurait besoin encore de plus de bourses qu'il faut augmenter les taxes d'études. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire, mais je ne connais pas les montants. Je sais simplement que dans les comparaisons que j'ai faites autrefois, le canton de Genève se situe relativement favorablement. Ça a toujours été le cas pour notre université. Maintenant, j'entends par rapport, peut-être je peux rajouter une petite remarque sur l'activité rémunérée des étudiants. Et l'Observatoire de la vie estudiantine ici à Genève a montré des années en arrière qu'au fond, un peu d'activité en dehors de l'université, si elle est de moins de 15 heures par semaine, augmente le taux de réussite des examens en première année. Mais quand l'étudiant est obligé de travailler plus que 15 heures par semaine, à ce moment-là, très nettement, le taux de réussite des examens diminue. Donc en fait, on peut en déduire que peut-être l'immersion dans la société par une activité rémunérée est une bonne chose, ça ouvre l'esprit de l'étudiant, mais pas trop d'heures, sinon ça devient incompatible avec une réussite des examens au cours des années qui est bonne. Et cette étude a été faite je pense, en 2000. Nous sommes 2011, celle que je viens de vous citer, les 15 heures, moins de 15 heures et plus que 15 heures. Mais depuis 2000, il y a Bologne. Et par exemple, en médecine, je peux vous dire, quand l'étudiante arrive en études cliniques, c'est exclu de travailler à côté.
On ne peut pas, on doit pouvoir compter sur eux avec des horaires de futurs médecins, hein, ça devient un réel problème pour des étudiants qui n'ont pas de source de revenus, qui n'ont pas une famille qui finalement leur permet d'étudier. Deuxième question, n'y a-t-il pas un danger d'avoir autant de financement de l'économie en termes de perte d'indépendance, bien sûr, si je lis ça comme il faut, de perte d'indépendance. Bien sûr, ça serait le cas si ce financement allait aux universités. Ce que je vous ai montré dans le graphique, c'est ce que l'économie investit dans leurs propres unités de recherche. Et quand l'économie donne des financements à l'université, vous avez peut-être entendu les discussions assez animées autour de certains dons pour des postes de professeurs à l'EPFL. L'université se doit de veiller à ce que les contrats avec les donateurs laissent une entière liberté à l'université. Et c'est vrai que c'est un énorme problème et que ça peut se faire au profit autant des uns que des autres, pour autant que les frontières soient claires et qu'une économie parfaitement, extraordinairement forte, qui peut donner beaucoup d'argent à une université, ne réussisse pas finalement, par exemple, d'influencer le nombre de formations ou le type de formation qui est offerte par l'université en question. Donc, cette indépendance par rapport à l'économie est un point extrêmement chaud. On ne peut pas décréter des lois universelles qui prennent en compte ce problème. Par contre, dans les contrats individuels entre l'économie et certaines hautes écoles, il s'agit d'être extrêmement rigoureux et strict pour garantir l'indépendance de l'université. Autre question, heureusement la compétitivité industrielle et scientifique ne doit que peu au budget de recherche, sinon comment expliquer les bonds en avant des pays très mal dotés? Ça c'est une question très très intéressante. En fait, si vous regardez les indicateurs pour la Suisse, non seulement celui que je vous ai montré pour la recherche fondamentale, mais aussi ce qu'on appelle le baromètre d'innovation, nous sommes à la tête de toutes les nations. Ça fait absolument aucun doute. Mais nous sommes là-haut, tout en haut. Et il est extrêmement difficile, de se maintenir, et monter encore, c'est infiniment plus difficile que quand on part de rien. Et quand vous entendez toutes ces belles histoires de Singapour qu'on raconte volontiers, notamment les gens de l'EPFL la citent toujours en exemple, où il y a une espèce d'explosion de tout le domaine universitaire et de la recherche, ou alors aussi en Irlande, où le développement universitaire est allé davantage vers une recherche appliquée, mais où il y a des croissance très importante de volume de publications et de la qualité des publications, la conclusion est simple. Il est infiniment plus simple d'avoir une courbe ascendante quand vous partez de rien que de se maintenir au niveau des pays qui sont au niveau qu'est le nôtre. Et je profite de l'occasion pour vous dire, on entend souvent, oui, mais vous, en Suisse, vous êtes des enfants gâtés, vous êtes bien financés, etc. Tous les indicateurs le montrent. Oui, c'est vrai, mais il est extrêmement difficile d'être là où nous sommes. La Suisse consacre, j'entends les pouvoirs publics, consacre déjà le 3% de son revenu au financement des hautes écoles et de la recherche. C'est ce que visent tous les pays
européen dans le cadre du traité de Lisbonne. Certains pays en sont encore loin, mais il faut aussi voir qu'il y a des pays qui investissent comme la Finlande 4, 5 ou 6% de leur PIB là-dedans. Donc il faut bien voir que si nous voulons garder notre place, on va devoir lutter et pour ça il faut aussi de l'argent. Mais vous avez vu que dans les clés, pour les clés du succès, je pense que la stabilité de notre pays, le fait que les enfants des scientifiques qui viennent travailler chez nous aient de bonnes écoles en moyenne, même si nous ne sommes pas comme la Finlande au top de PISA, je pense que tous ces facteurs-là, le fait qu'il y ait une économie florissante, jouent aussi un très grand rôle pour qu'on puisse se maintenir à un bon niveau. Et puis, deuxième question, avez-vous entendu parler du livre « La science à bout de souffle » de Laurent Ségala? Non, malheureusement pas du tout. Je ne connais pas ce livre, ça m'intéresserait de le regarder, mais pour ma part, je ne pense pas du tout que la science est à bout de souffle. Elle se réinvente tout le temps. Et si moi qui suis plutôt au bout de mon cheminement académique, je dirais que ce que j'ai vécu, au fond, ce mouvement de recherche totalement centré sur des disciplines bien définies, vers une recherche où on collabore avec des branches qui, à première vue, on ne voit pas ce qu'elles pourraient contribuer à l'avancement d'un projet, c'est absolument extraordinaire. Et encore, les grands progrès de la dernière décade, elles sont nés à cette frontière entre les disciplines. Donc il y a au fond, on se réinvente constamment. Et là où j'aurais très envie qu'on se réinvente un tout petit peu plus, mais c'est là les fonds qui manquent et notre conseil est en train de rédiger un rapport à ce sujet, c'est par rapport à la réforme de l'enseignement. Parce qu'en fait, l'enseignement est le parent pauvre encore dans les études, dans le curriculum des enseignants à l'université, qui sont engagés avant tout pour leurs prestations en recherche et beaucoup moins pour leur qualité d'enseignement. Ça, c'est une chose. Et je pense qu'il y a un mouvement de correction qui s'amorce à l'heure actuelle, mais on n'est pas encore loin. Et puis d'autre part, nous savons aujourd'hui que notre plus grand problème en science, c'est la quantité d'informations à disposition. Et on est absolument loin de la période où l'étudiant emmagasinait un savoir transmis par les aînés avec lequel il pouvait régater quand même pendant quelques années après son diplôme, vers un enseignement qui est tourné vers la notion apprendre comment apprendre, c'est-à-dire devenir un professionnel du processus d'apprentissage. Et ça, les professeurs eux-mêmes n'ont pas encore fait ce chemin. Et c'est un chemin qui a eu, je pense, qui a eu lieu dans les facultés de médecine entre 1990 et 2008, où c'était terminé avec l'introduction aussi de Bologne pour les études de médecine, où vraiment on a totalement changé de l'enseignement dans le sens qu'on travaille en petits groupes, orientés sur la résolution de problèmes et pas sur la transmission du savoir. Et on a réduit le nombre de grands cours ex cathedra à un minimum. Et après, quand je compare pour la pédiatrie, on avait probablement à peu près 150 heures de cours. Il en restait quelque chose comme 30 heures de cours qu'on ne pouvait pas enseigner en petits groupes. Et tout le reste est fait avec des groupes d'étudiants, de 7 étudiants à la fois, beaucoup plus de pratique. Et les étudiants, lorsque en 2008 ou 2007, nous avons subi une procédure d'accréditation de la filière médecine
par un comité d'experts international. Et au fond, pour ma part, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que ces gens sont restés, les experts sont restés 3 semaines. Ils ont fait des interviews avec beaucoup d'étudiants, les enseignants à tous les niveaux. Et ce qui m'a fait le plus plaisir dans la conclusion que notre faculté était accréditée, c'est que nos étudiants avaient dit qu'on leur apprenait comment apprendre. Et ça, on doit ensuite le poursuivre dans les formations post-grad. On est loin de réaliser cela et on a trop peu d'argent qu'on peut investir pour des réformes. Maintenant, vouloir introduire des réformes de l'enseignement dans tout le système universitaire suisse par décret du haut ne marche pas. Ça, on peut oublier. Et on a vu ça avec la réforme des études de médecine. Ce qu'il faut, il faut faire des incitations, il faut mettre à disposition de l'argent pour s'organiser au début de toutes les personnes qui ont la conviction qu'il faut réformer les études. Et c'est par de petits foyers, dans différentes facultés, dans différentes universités, que le chemin se fera. Ça, c'était comme ça pour la réforme des études de médecine. Berne et Genève étaient les premiers. À la fin de 1989, on a commencé à Genève, 90 c'était Berne. Ensuite, ça a pris à Bâle, un peu à Lausanne, qui a dû faire en 2 fois, et le moins rapidement à Zurich, où il y a plus que le double du nombre de professeurs qu'à Genève. Et je peux vous dire, mon souvenir de cette période, c'est que plus on est, moins on arrive à se mettre d'accord rapidement sur une réforme des études. Et la taille de la faculté de médecine de Zurich était en fait un handicap. Et eux, ils ont dû demander une année de sursis pour terminer leur réforme parce qu'ils l'avaient commencé avec du retard, parce qu'il y avait énormément de résistance, de renoncer à la liberté de l'enseignement, qui n'est d'ailleurs absolument pas compromis par un processus de réforme. On perd certaines libertés et on en gagne d'autres. Et c'est uniquement des collègues qui ont fait ce genre de cheminement qui peuvent en attester. Mais c'était la grande crainte dans les universités. On va perdre notre liberté d'enseignement. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, je voudrais terminer là. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'ici.